Cette conférence, elle entre dans le cadre d'un vaste projet autour de Furcy-Madeleine, inauguré l'année dernière au musée de Villèle par cette exposition qui a connu un beau succès. L'ouvrage maintenant qui vient de sortir, et j'espère que lui aussi connaîtra un beau succès. L'exposition devait être inaugurée en France hexagonale cette année, mais en raison du Covid, ça a été repoussé. Mais nous avons bon espoir de le faire soit en fin d'année, soit l'année prochaine, donc à Paris notamment. Et on a également en projet le fait d'amener cette expo au-delà des frontières, que ce soit dans les pays de la zone océan Indien et même plus loin encore, nous l'espérons. Que vous dire d'autre encore ? À la fin de cet exposé, avant de conclure, je vous présenterai l'ouvrage plus en détail avec surtout des clichés pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et en quoi ce livre est si atypique, comme j'ai entendu dire. Et j'ajouterai enfin que pour clore tous ces projets autour de Furcy, que à la fin de l'année à Bordeaux, normalement en collaboration avec l'école des avocats de Bordeaux, nous devrions mettre sur pied, en scène presque, un procès, une reconstitution d'un des procès de l'affaire Furcy. Je vais vous en parler tout à l'heure. Normalement, le procès de 1840, et c'est un projet très ambitieux et qui, je l'espère, fera des émules pour la suite. Alors, cette conférence se destine, comme son titre l'indique, à faire une sorte d'état des lieux de la recherche, mais va m'obliger également à revenir sur beaucoup de choses, et notamment ce combat juridique, qui est peut-être la chose la plus compliquée à comprendre, surtout quand on ne s'adresse pas à des juristes. C'était déjà le défi de l'expo, c'était aussi le défi du livre, et c'est à chaque fois un nouveau défi quand on s'adresse à des gens qui ne sont pas juristes. Mais ne vous inquiétez pas, quand on s'adresse à des juristes, en général, ils ne connaissent pas du tout l'histoire de la Réunion, de l'esclavage, donc le problème est toujours le même. Donc, il y a plusieurs difficultés à surmonter pour comprendre cette affaire. Il y a une dimension humaine, tout d'abord. Donc, il y a plusieurs protagonistes. Alors, j'ai essayé de, en gros, matérialiser deux clans. Vous voyez à gauche Furcy et en dessous Laurie, donc les deux camps qui s'opposent, avec les protagonistes plutôt à Bourbon, puis ceux de l'île Maurice, puis ceux de la France continentale pour les procès quand on ira en cassation. Et enfin, à droite, en dernier, ce sont les noms des avocats des deux parties qui seront à Paris. Donc je reviendrai sur tous ces noms-là, notamment Furcy, sa sœur Constance, Gilbert Boucher, le procureur général, un acteur important, Sully Brunet, un créole qui a également aidé Furcy, Joseph Laurie, en dessous en rouge, le maître de Furcy, Philippe Desbassins, un acteur très important puisqu'on peut considérer que c'était au moins le chef administratif de la colonie et un des hommes les plus influents de l'île, et puis ensuite des magistrats. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est des noms que je vais répéter le plus possible pour pas que vous soyez perdus. Alors, autre difficulté, des difficultés d'ordre spatial. Donc Furcy, lui, il est né à Bourbon, mais sa mère, elle, est née en Inde, et on verra que sa mère est quelque part la clé juridique de toute cette affaire. Donc on est entre l'Asie, entre l'Afrique, du moins l'océan Indien, et aussi Paris, puisque c'est parce que sa mère ira en France que tout ça se déclenchera, et lui ira lui-même en France par deux fois pour assister à ces procès. J'ajouterai deux endroits, puisque Furcy connaîtra une grande descendance. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais sachez qu'il a des descendants sur le continent nord-américain et également sur le continent océanien, puisque je crois qu'il a des descendants en Nouvelle-Zélande. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Donc plusieurs protagonistes, des difficultés à comprendre les déplacements dans l'espace, mais également dans le temps. Alors avant de commencer sur la frise qui bouge, j'ai préféré mettre des frises fixes afin que vous puissiez là, une première fois, visualiser. Donc Furcy est né en 1786 et il est mort en 1856. D'ailleurs, c'est pas écrit, mais enfin... il a passé, comme vous le voyez sur la première frise, à peu près 40% de sa vie à l'île Bourbon en tant qu'esclave. Il a passé à peu près 40% de sa vie en étant libre à l'île Maurice à partir de 1827. Là, c'est la quatrième frise. Son combat judiciaire
a duré près de 28 ans, ça c'est la flèche bleue ici, donc ça commence en 1817 à Bourbon et ça se termine en 1845 aussi à Bourbon, après avoir passé plusieurs années de procédure en France, à Paris. Et que vous dire qu'il est resté finalement que 12 ans de sa vie libre à Maurice et à Bourbon après les décisions de justice de 1843. Et je reviendrai là-dessus puisque c'est aussi un aspect, une très grande particularité, une vraie singularité de Furcy, c'est que pendant 3 ans, il a été à la fois esclave et propriétaire d'esclaves. À des lieux différents, mais c'est quelque chose de notable. Donc, Furcy est quelqu'un qui est à part, parce que peu d'esclaves étaient dans sa situation. Donc Furcy, c'est qui? C'est l'esclave qui s'est soulevé contre son maître, qui a contesté son état de servitude et qui a fini même par l'assigner en justice et même par gagner. Certes, 30 ans plus tard, mais il a fini par gagner. Donc il se singularise. Pourquoi? Parce que peu d'esclaves étaient dans sa situation. Mais aussi parce que peu d'esclaves pouvaient avoir les capacités à se soulever contre son maître, parce qu'il a bénéficié d'un entourage qui lui a permis de faire ça, parce que Furcy, on va dire, gravite dans un milieu de libre. C'est presque le seul esclave dans son entourage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez singulier également. J'essaierai aussi de vous montrer plusieurs points importants. Donc là, en termes d'enjeux, je vous parle de justice coloniale et de justice métropolitaine parce que vous verrez qu'on pourra faire une sorte d'opposition entre les magistrats et la façon de rendre la justice dans la colonie à Bourbon et également à Paris, dans des contextes différents. Et vous verrez que ça évolue puisqu'évidemment, en 30 ans, la société elle-même évolue, le droit lui-même évolue. Donc, sur la justice coloniale, retenez quelque chose, c'est la notion d'ordre public. Le maintien coûte que coûte de l'ordre public dans une société où il y a des esclaves, c'est quelque chose de primordial. Et parfois, le maintien de l'ordre public autorise ou autoriserait, ça dépend, les textes ne sont pas toujours clairs, on va dire, les dirigeants à outrepasser le droit commun, donc en gros à violer la loi, au motif de protéger l'ordre public. Donc ça, c'est quelque chose qui revient toujours et j'ai envie de dire, c'est le bon prétexte. Deuxième chose, dans la justice coloniale, c'est les liens de parenté qui peuvent être parfois très importants entre les magistrats, entre l'élite coloniale, qu'elle soit administrative, ou l'élite financière, hein, donc on va dire les grands propriétaires d'esclaves. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Quant à la justice européenne, que je vais qualifier de un peu plus progressiste selon les époques, on verra que ce n'est pas toujours monolithique, mais que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, en termes d'enjeu, l'aspect politique de l'affaire, qui est une conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une justice coloniale qu'on pourrait considérer parfois aux ordres de cette élite, donc ça pose un problème. Et vous avez c'est une justice métropolitaine qui serait davantage soucieuse du sort de ce que je vais appeler les non-blancs, que ce soit les esclaves ou ce qu'on a appelé pendant un temps les libres de couleur. Donc voilà, dernière chose au niveau des enjeux, ce que j'ai appelé la conciliation impossible entre l'humanisme issu de 1789 de la Révolution française et évidemment la réalité coloniale matérialisée par l'esclavage, puisqu'évidemment en 1789, la Déclaration des droits de l'homme, les grands principes, la liberté notamment et l'égalité contrevient absolument à l'esclavage, de la propriété de l'homme par l'homme. Et on va voir que de 1789 jusqu'à 1848, même voire après, en fait, tout tourne autour de cette contradiction et notamment quel droit va être applicable à quel endroit, puisque les droits qui prohibent l'esclavage en France continentale, évidemment, ce droit-là ne pourra pas être absolument transférable dans les colonies où il y a des esclaves. Pourquoi il y a des esclaves? Parce qu'il y a des intérêts économiques. Et parfois, ceux qui font les lois, on va dire, pour la liberté et pour l'égalité, ont des intérêts aussi à côté, directs ou indirects, financiers dans les colonies. Donc là aussi, parfois, tous ces intérêts se télescopent.
Ce que j'aimerais vous faire passer comme message aujourd'hui, qui, de mon point de vue, est essentiel, c'est par rapport à Furcy. Furcy demande sa liberté, mais vous pouvez demander votre liberté de plusieurs façons. Et ce que demande Furcy, c'est pas d'être affranchi, de devenir libre du jour au lendemain. Non, ce que demande Furcy, c'est d'être reconnu comme né libre. Ce qui n'est pas du tout pareil. Pourquoi ? Parce que s'il est reconnu comme né libre, il pourra notamment demander une compensation financière, parce qu'il pourra estimer qu'il a été retenu illégalement en état d'esclavage, et il pourra évidemment aussi faire d'autres actes, comme par exemple doter d'éventuels héritiers, ce qui était interdit aux esclaves. Si vous voulez, entre l'affranchissement et être reconnu comme né libre, vous pouvez faire le même parallèle que pour le mariage ou le divorce. Si vous divorcez, la loi considère que tous les actes que vous avez faits avant existent. Si vous demandez l'annulation de votre mariage, tout ce qui sera fait avant sera réputé comme n'avoir jamais existé. Donc c'est un peu ce qui se passe pour Furcy. Donc l'intérêt, il est financier, il est également moral, mais il est surtout très important. Donc moi, ce que j'essaierai de vous faire comprendre, c'est comment parvient-il à faire reconnaître qu'il est né libre et en état d'ingénuité. Alors, avant de commencer, je rappellerai que la plupart des documents d'archives que nous possédons sont ce qu'on appelle les papiers de Gilbert Boucher, ceux mêmes qui ont été achetés par les archives départementales de La Réunion en 2005 à l'hôtel Drouot. Ces documents qui ont fait partiellement l'objet de l'ouvrage de M. Essaoui, l'affaire de l'esclave Furcy, dont on reparlera, et des documents qu'on a énormément utilisés pour le livre, pour l'expo, qui sont un peu la matrice de tout ça. Mais j'attire votre attention, ce sont des documents qui étaient en métropole, qui dormaient en métropole et qui sont revenus ici il y a 15 ans. Le reste des documents qu'on a retrouvés sont à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'Outre-mer, et finalement, à La Réunion, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce qu'il y a pu y avoir des problèmes de conservation, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a pu y avoir des problèmes de dissimulation de certains éléments, et parfois il y a des coïncidences troublantes quand on ne trouve pas plusieurs documents à la suite qui ont trait à la même affaire. Voilà. Donc, alors, soyez pas effrayés par les 7 points. Les 2 premiers points seront plus denses que les autres. C'est là où je vais utiliser les frises, l'appareil, pour essayer de vous matérialiser tout ça. À partir de la partie 3, ce sera beaucoup plus, on va dire, visuel. Donc d'abord, on reviendra sur les chronologies. Après, dans un deuxième temps, j'insisterai sur notamment 2 arguments juridiques, notamment sur lesquels s'appuie Furcy, notamment le fait que c'est un Indien et que les Indiens ne pouvaient soi-disant pas être retenus en esclavage, seuls les nègres d'Afrique pouvaient l'être. Et le deuxième argument massu, si on veut, celui d'ailleurs qui va triompher, enfin qui va donner à Furcy sa liberté, c'est ce qu'on a appelé le principe du sol libre, de la maxime qui dit que nul n'est esclave en France, qu'en gros, quiconque toucherait le sol de la France, je veux dire continentale, du royaume de France, puisque c'est un principe qui date du XIVe siècle, si je ne dis pas de bêtises, serait instantanément affranchi. Et c'est par rapport à ça que Furcy va l'emporter. Alors après, je vous montrerai quelques lettres de Furcy qui lui ont permis on va dire, de continuer son combat juridique, parce que vous pouvez imaginer que ce n'est pas facile quand on part d'un état d'esclavage et même en prison, de se retrouver devant la Cour de cassation, la juridiction suprême française, et vous verrez comment il a réussi à construire et maintenir un réseau, alors en bénéficiant d'aide, mais surtout avec une persévérance incroyable. Je ferai un rappel aussi sur la justice coloniale et métropolitaine pour aller un peu plus loin que ce que je vous ai montré. Je vous ai promis un petit état des lieux des recherches. J'ai sélectionné 4 ou 5 éléments à développer. Furcy maltraité, ce sera pour vous montrer toutes les erreurs qui sont encore commises sur cette histoire de Furcy. Et enfin, je terminerai par vous montrer quelques clichés de l'ouvrage. Donc, voilà. Alors, dans cette première partie sur les chronologies de Furcy, on va passer sur la... Voilà. Ok. Donc, je vais vous présenter 2 chronologies quasiment coup sur coup. La première, je vais vous refaire la vie de Furcy avec certains événements. Et ensuite, je vous montrerai le combat juridique de Furcy que vous avez déjà plus ou moins vu sur les premières frises.
vous avez là-haut l'écran central, mais sinon, sur toute la frise, ça défile. Donc, 1786, vous avez la naissance de Furcy. Voilà. Alors, à chaque fois, à gauche, vous avez les protagonistes, on va dire, les personnages liés au document sur la gauche. Donc là, ici, Furcy et Madeleine, sa mère. Et à droite, vous avez des descriptions sur le document. Et moi, au centre, j'ouvre le document. Alors ici, c'est simplement pour vous montrer. Voilà, ici, ça, c'est l'acte de baptême de Furcy. On a souvent dit qu'on ne savait pas où il était né. Or, on sait très bien, et surtout, on sait à quelle date. Le 7 octobre 1786. Et vous voyez qu'il est orthographié Furcy, F-U-R. S.I., fils naturel de Magdeleine, Madeleine, sa mère. Donc, voilà, Furcy. Il y a un personnage très important dans la vie de Furcy, c'est sa sœur Constance. Alors, Constance, elle est née 2 ans avant Furcy, ce qu'on peut voir ici, voilà. Et Constance a la particularité d'être affranchie, elle, dès l'année de naissance de Furcy. Donc, à 2 ans, Constance, elle devient libre. C'est une libre de couleur. Alors, je fais une petite parenthèse, un libre de couleur, ça veut dire ce que ça veut dire, mais juridiquement parlant, ça n'a de valeur qu'entre 1803 et 1833. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est Bonaparte, quand il arrive au pouvoir dans les colonies, qui va, comment dirais-je, introniser non pas 2 catégories juridiques de personnes, comme c'était le cas avant, libres et non libres, mais 3 catégories juridiques, le libre blanc, l'esclave et le libre de couleur qui a une sorte de statut intermédiaire. Je ne vais pas parler de sous-citoyen parce que je ne considère même pas forcément comme le blanc de l'époque libre comme un citoyen à part entière, en tout cas en comparaison avec la métropole, notamment sur ces histoires de droit de vote et tout ça. Jusque-là, je n'ai pas parlé de Furcy parce qu'on ne sait pas grand-chose de Furcy. Il est toujours esclave, on n'a aucun élément ou presque, hormis ce qu'il a pu raconter en 1829 sur un document un petit peu bizarre, mais on ne sait pas grand-chose. On va dire que Furcy, on commence vraiment à en entendre parler en 1817, quand on va dire éclate l'affaire Furcy. Donc 1817 marque le changement, ça c'est des bassins, le changement d'une nouvelle administration. Je vous ai parlé tout à l'heure de Gilbert Boucher, il arrive à ce moment-là, de Sully Brunet, ce sont 2 magistrats, et de Desbassins qui devient l'administrateur, en gros, de la colonie. Pourquoi je vous en parle ? Parce que ce seront de très grands protagonistes de l'affaire Furcy. Et en fait, au bout de quelques semaines, éclate cette affaire. Qu'est-ce que c'est que cette affaire Furcy ? C'est lui qui va contester son état d'esclave contre son maître. Et il va arriver devant les magistrats, notamment Boucher et Brunet, avec des papiers qui attestent de cela. Donc, face à ça, il y a une sorte de tollé de l'élite coloniale. Laurie s'emporte et veut essayer de contrecarrer les projets de Furcy. Furcy, lui, pour marquer on va dire, ses velléités, décide de quitter le domicile de son maître et à ce moment-là, il devient un marron. Donc il est en situation de marronnage et c'est pour ça qu'il se fait arrêter immédiatement. Donc, je voulais vous montrer ici, voilà, parce que je l'avais. Une fois qu'il est arrêté, vous avez ce document-là. Donc Desbassins n'est pas un magistrat, c'est un administrateur, on va dire, un administrateur. Et sur ce document, on vous explique notamment qu'une fois en prison, monsieur, par mesure de haute police, rappelez-vous quand je vous ai parlé d'ordre public tout à l'heure, par mesure de haute police, je désire que le nommé Furcy, noir détenu à la geôle, ne communique avec aucun autre, en gros, détenu. C'est pour montrer l'emprise qu'il a sur lui, même à l'intérieur de la prison. Ce qui est très important, encore une fois, c'est que le motif pour lequel il est en prison n'a absolument rien à voir avec le motif qui va le conduire à aller devant les juridictions métropolitaines. Furcy va rester 1 an en prison. Normalement, un marron pas récidiviste comme lui ne reste jamais autant de temps. Donc, il est emprisonné pour marronnage, mais il reste en prison parce qu'il s'est soulevé contre son maître. Mais ça, évidemment, ce n'est pas notifié. Au bout d'1 an, le nouveau gouverneur Milius arrive, demande à Laurie de régler ce problème puisqu'il pense que c'est problématique d'avoir un esclave qui reste en prison pour l'ordre public. Et ils vont convenir d'envoyer Furcy à l'île Maurice sur une plantation de sa famille. Donc, Furcy s'en va
en 1818, voilà ici, le nommé Furcy, noir esclave du sieur Joseph Fleury. Alors ça, c'est le document du bateau sur lequel il était. On parle de 1818, mais c'est un document antidaté, on le voit là, 29 novembre 1826, pardon. Il y en a énormément, ce qui jette parfois un peu de flou ou qui, on va dire, prête à confusion quant aux certitudes et de la réalité historique. À partir de 1818, Furcy est esclave à l'île Maurice, et là je vais faire défiler la frise jusqu'en 1827, donc il reste près de 10 ans esclave jusqu'au jour où il est affranchi ici. Voilà. Notamment, nous l'avons appris par le biais de ce document, où en fait il y a la colonie de Maurice est tenue par les Anglais qui commencent à envisager l'abolition de l'esclavage, et une commission d'enquête sur l'abolition de l'esclavage va s'apercevoir que Furcy n'a jamais été déclaré à son arrivée comme esclave. Donc ils vont en déduire qu'en fait, il n'appartient à personne, et donc ils le libèrent. À partir de 1827, Furcy est un libre de fait, je pense que c'est écrit ici, voilà, qu'il n'a été porté sur aucun recensement de son prétendu maître. Voilà. Donc 1827. À partir de là, Furcy commence à une vie, on va dire, de libre, et il va se mettre à son compte dans les activités de pâtisserie, de confiserie, et il va même commencer à faire, pas tout de suite fortune, mais à vivre plus aisément, au point en 1832, et c'est là que le bas blesse pour certains, il acquiert son premier esclave en 1832 pour l'aider dans son entreprise. Il va en acquérir un second jusqu'à 1835, pourquoi ? Parce qu'en 1835, hop, ça y est, l'Angleterre a décidé d'abolir l'esclavage, et donc Furcy va être indemnisé notamment pour la perte de ce Victor Théophile. Donc il est encore considéré comme esclave à Bourbon, et il est indemnisé pour avoir perdu son esclave. Donc il sera indemnisé pour avoir perdu son esclave avant d'être indemnisé lui-même beaucoup plus tard pour avoir été retenu illégalement en esclavage. Et vous noterez, ça en reviendra après dessus, que la même année, en 1835, il gagnera son premier vrai procès en France. Donc c'est un petit peu une sorte d'ironie de l'histoire. Donc il va continuer sa vie et notamment devenir propriétaire. Donc là, ce n'est pas très intéressant, mais c'est pour vous montrer qu'il continue son ascension sociale. En 1839, il va même se marier. Donc là, juste pour vous montrer que... comme j'ai fait un peu de droit pour vous dire que sous le régime de la communauté, et qu'il est établi par le Code civil des Français, qui est toujours en vigueur à l'île Maurice à l'époque, jusqu'à son décès en 1856. Alors je voulais vous montrer ça, non pas parce que j'ai l'acte de décès, mais pour vous montrer un testament de Furcy, où il est écrit que Furcy est un pâtissier demeurant au Port-Louis. Il fait ce testament avant son premier voyage à Paris. C'est pour vous montrer que dès 1834, c'est quand même quelqu'un qui a certains biens au point de devoir tester avant de partir. Donc voilà le premier déroulé on va dire, de la vie de Furcy. Je vais m'atteler maintenant à vous expliquer son combat juridique. J'ajouterai simplement avant qu'on n'a rien sur sa vie à Bourbon parce qu'il est esclave, mais surtout parce qu'un esclave ne peut pas faire d'actes juridiques, d'actes consignés, enregistrés, donc on n'a aucune preuve. Toutes les preuves qu'on a sur la vie de Furcy après à Maurice, enfin beaucoup, ce sont des actes officiels de vente, de mariage, de décès, de testament, de succession. Donc, maintenant, sur la chronologie, sur son combat juridique, je suis revenu là-dessus. Je vous ai montré tout à l'heure, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Tout commence ici en 1817. Donc vous avez compris qu'il s'était soulevé contre son maître, et il y a un premier procès, voilà, ici, le 17 décembre 1817. Donc ça, c'est la première pierre de tout le processus judiciaire qui va y avoir lieu jusqu'en 1845. Il perd en première instance, il perd sans qu'on ait véritablement, on va dire, considéré sa demande. Je reviendrai là-dessus après. Là, c'est vraiment pour comprendre le déroulé de la procédure. En 1818, au mois de février, il fait appel et il perd une nouvelle fois.
Donc vous n'avez pas oublié qu'il était en prison. Ensuite, il part à l'île Maurice. S'agissant de son combat juridique, on va réouvrir quelque chose 17 ans plus tard, en 1835. Rappelez-vous, l'année même où il est indemnisé pour la perte de ses esclaves, Furcy fait un pourvoi en cassation. Voilà, donc ça ce sont les dessins pour illustrer de Sébastien Sailly qu'on retrouve dans le livre et dans l'expo. Et c'est ça que je voulais vous montrer ici. Donc en 1835, son pourvoi en cassation va être accueilli. Et surtout, on vous voit écrit ici dans la note de bas de page, le demandeur qui assistait à l'audience, donc Furcy, a le teint mulâtre, mais des traits fort réguliers et des cheveux noirs semblables à tous ceux des Européens. Donc il a pu se déplacer et en plus, on a, grâce à ce journaliste, ce chroniqueur, une description de Furcy qui gagne ici sa première victoire importante parce qu'on va lui signifier que, en gros, sa requête, sa contestation de l'arrêt de 1818 à l'île Bourbon est acceptable. Et il va devoir attendre 5 ans avant qu'on statue sur son sort pour voir si cet arrêt est véritablement, s'il peut être annulé ou pas. Alors là, c'est le côté toujours juridique un peu rébarbatif. 1840 à Paris, donc ça c'est le palais de justice. Vous avez ici cette victoire de Furcy, 1840, et voilà, c'est ici. Et vous noterez notamment le nom du président Portalis, c'est le fils d'un des pères du Code civil, et surtout qui est un abolitionniste plus ou moins déclaré, tout comme le rapporteur, alors là je n'ai pas le nom, Béranger, mais qui est également un abolitionniste. Et c'est tout ce contexte métropolitain qui fait aussi que Furcy a pu faire valoir ses droits. J'ajouterai que le procureur général Dupin, celui qui l'a aidé en 1835, est le même qui l'aide là également. Donc il bénéficie d'aide et vous verrez tout à l'heure comment plutôt il a réussi à s'attirer les bonnes grâces de personnages aussi influents. J'en termine ici avec 1843, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour royale et on doit rejuger. Parce qu'en fait, le seul effet juridique de la Cour de cassation, c'est d'annuler une décision. Mais annuler une décision ne rejuge pas ce qui a été mal jugé. Donc là, on rejuge, et cette fois-ci, ce n'est pas à la Réunion, à Bourbon qu'on rejuge, c'est à Paris. Donc c'est la Cour royale, et elle va, en gros, être fidèle à la position de la Cour de cassation et va reconnaître Furcy comme né libre et en état d'ingénuité. À partir de là, il y a une dernière petite procédure pour Furcy, c'est de retourner devant les tribunaux de Bourbon où lui n'ira pas physiquement et où il va aller demander une indemnité. Alors, il faut que ça fonctionne. Voilà. Une indemnité de 15 000 francs va lui être accordée. Alors, selon les chiffres de Peabody, 15 000 francs pour toutes ces années passées en esclavage, ça équivaudrait à peu près à un peu plus de 300 000 euros. Lui avait essayé d'avoir à peu près 1 million. Donc, il touche en gros un tiers de ce qu'il aurait espéré, ce qui est une somme à la fois considérable. Et quelle est la valeur de l'argent par rapport à la liberté? Ça, c'est à vous d'en juger. Toujours est-il que ce document-là, c'est un document qui date de 1848, de la succession Laurie, puisque Joseph Laurie est mort depuis 1839, alors que Furcy gagne définitivement en 1843. Donc ce sont ses héritiers qui vont devoir payer les 15 000 francs pour Furcy. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette vie-là. Donc je vais laisser tranquille cette machine et je vais revenir à mon exposé pour, si ça refonctionne, voilà. Ça c'était au cas où que la machine ne marche pas, mais comme elle a marché. Donc sur les arguments juridiques de Furcy. Alors ça, c'est une déclaration de Sully Brunet, dont je vous ai parlé, ce jeune substitut créole, qui dans ses mémoires nous dit qu'un mulâtre, jeune, beau, intelligent, se présente au parquet. Il décline ainsi sa pétition. « Je me nomme Furcy, je suis né libre dans la maison Routier de Madeleine indienne libre, alors au service de cette famille. Je suis retenu à titre d'esclave chez M. Laurie, gendre de Madame Routier, je réclame ma liberté, voici mes papiers. » Donc,
Il aurait des papiers. Moi, j'ai toujours des doutes quant à ces papiers, mais surtout comment il a pu à la fois récupérer ces papiers et comment il a pu transformer ces papiers en une sorte de véritable requête juridique. Déjà, nous, en tant qu'historiens, juristes, on a du mal à tout remettre dans l'ordre, et lui a clairement bénéficié de soutien de gens avisés. On l'a vu en métropole, mais également sur place. Donc la paternité du raisonnement juridique, je ne sais pas comment elle arrive à Furcy. Donc, toujours est-il que juste après être mis en prison, rappelez-vous, là je reviens en 1817, donc toujours les flashbacks, vous avez toujours ces deux camps. Voilà, il y a une réunion de magistrats, une réunion un peu informelle, où en gros, on se dit, un esclave qui se rebelle contre son maître, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va statuer? Puisque c'est une situation qui s'est plus ou moins jamais présentée. En plus, cet esclave aurait la particularité d'être d'origine indienne, et en plus, il va commencer à nous parler de sa mère. Donc là, vous avez 4 questions. La première, on vous demande si les Indiens pouvaient être mis en esclavage dans la colonie avant ou après 1778. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, normalement, les Indiens n'étaient pas censés... on ne pouvait pas les réduire en esclavage. Le problème, c'est que dès que vous regardez des recensements d'esclaves, notamment ici à La Réunion, vous avez plein d'esclaves qui sont dénommés indiens ou d'autres, on va dire, asiatiques, comme les Malais. Donc là-dessus, c'est très difficile de déterminer l'ethnie exacte de quelqu'un, et c'est aussi pour ça que cet argument ne sera pas finalement retenu par les juridictions en métropole. La deuxième question, qui est de mon point de vue la plus importante, on vous dit, un Indien amené en France comme esclave obtient-il sa liberté par la seule circonstance qu'il avait mis le pied sur le sol français? Et là, on arrive à cette question cruciale du sol libre, ce principe que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les réponses de ces 5 personnes. Parce qu'il faut imaginer une sorte de table ronde avec 5 personnes qui, tour à tour, vont répondre, selon leurs convictions et selon leurs connaissances juridiques, à ces 4 questions. Et notamment à cette question 2, il n'y en a qu'un qui est vraiment affirmatif, c'est le jeune Sully Brunet qui explique, qui a l'air en tout cas de connaître les subtilités de ce principe et surtout les exceptions à ce principe que j'évoquerai tout à l'heure. Mais pour que vous compreniez bien, vous avez un principe, normalement un esclave pose le pied sur le sol de la France, il est affranchi. Mais vous savez très bien qu'il y a plein de gens des colonies qui sont venus en France continentale, en métropole, avec leurs esclaves. Et ils sont repartis avec leurs esclaves. Pourquoi? Parce que à partir du début du XVIIIe siècle, on va encadrer juridiquement la venue de ces esclaves pour permettre à ces propriétaires de pouvoir les conserver. Donc, Sully Brunet a l'air de connaître cette législation et parle de la législation et de ces exceptions qui permettent à ces maîtres d'amener leurs esclaves sur le sol de la métropole et de les garder. Vous avez Boucher qui est avec lui, qui est plus nuancé, donc lui semble ne pas connaître la législation. Les 3 autres qui sont dans le camp opposé, à la limite, je ne sais pas s'ils la connaissent, la législation. En tout cas, pour eux, la réponse est non, bien évidemment. Pour les autres questions, un Indien vendu comme esclave dans l'Inde et conduit en France pouvait-il être l'objet d'un contrat à titre onéreux ou gratuit? Je reviendrai là-dessus. Après, ce sera plus simple. Là, je vais passer pour ça. Maintenant, je dois revenir en 1835. Pourquoi je repars en 1835? C'est la première fois que Furcy gagne à Paris, en France. Et pourquoi? Parce que juridiquement, c'est la première fois que je vois ces 2 arguments dans une décision de justice. En 1717 et 1718, il y a une erreur là, pardon, c'est 17 décembre 1817. Les juges de la colonie ne parlent pas du caractère indien de Furcy et ne parlent pas de cette histoire de sol libre. Ils parlent uniquement d'affranchissement. Et je vous ai expliqué au début de l'intervention la différence qui avait très importante entre le fait d'être reconnu comme affranchi ou comme né libre. Et en plus, juridiquement, au moment où Furcy, on va dire, présente sa requête, la loi fait qu'il ne peut pas être reconnu comme affranchi. Pour faire très simple, normalement, à partir de 1803, une mère qui est affranchie, tous ses enfants qui ont moins de 7 ans sont affranchis avec elle, ils suivent le statut de leur mère.
Or, quand Madeleine et sa mère va être affranchie pour la première fois, Furcy a 3 ans, mais c'est bien avant cette législation. Donc au moment où ça aurait pu être bénéfique à Furcy, la législation n'existait pas. Donc le clan colonial est très confortable, si vous voulez, pour ne pas accéder à la requête de Furcy, y compris sur l'affranchissement. Donc Dupin, lui, est le premier à faire apparaître, selon moi, dans une décision de justice, ces deux principes. Ainsi, par la force du premier moyen, par ses droits d'origine indienne que je n'abandonne pas, parce qu'il intéresse l'état de liberté de toute une race d'hommes, et par la puissance du second moyen qui, pour nous, n'est pas un droit écrit, un octroi, qui n'est pas seulement un droit public, un droit constitutionnel, mais un droit originel, un droit franc, un droit français. Par ces deux moyens, il est évident que Furcy est libre et qu'il y a lieu d'admettre la requête. Donc, de mon point de vue, tout, à partir de là, va se concentrer sur cette histoire de principe du sol libre. En 1840 et en 1843, c'est le seul argument qui est retenu. L'argument des Indiens, comme je vous l'ai expliqué, à cause de la difficulté à prouver l'ethnie de quelqu'un, c'est mis de côté. Et en plus, ça arrange très bien tous les colons parce que au moins tous ceux qui seront un petit peu ou beaucoup indiens resteront quand même esclaves, ce qui est quand même très pratique pour eux. Donc ce principe du sol libre est lié à une question très importante qui concerne la mère de Furcy. Ce que j'écris, ce que je veux vous dire, c'est que la clé juridique de cette affaire, c'est Madeleine, sa mère. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça sur la troisième frise ici. Alors je vais rechanger, c'est la dernière fois que je bascule là-dessus. Si ça veut toujours bien fonctionner ou pas. Voilà. Donc là, je vais surtout me balader sur la frise pour que vous compreniez. Donc, hop, voilà. Quand je vous ai montré la carte tout à l'heure, je vous avais dit que sa mère était née en Inde. Donc Furcy, lui, est né en 1786 à Bourbon, mais sa mère, elle, est née dans les années 1750. On n'a pas la date exacte. Gilles Gérard, je crois, et Sue Peabody ne sont pas d'accord sur la date. Moi, je vais dire dans les années 1750 ici. Elle serait esclave puisqu'on a des documents qui prouvent qu'elle aurait été vendue étant petite. En tout cas, elle atterrit avec une certaine mademoiselle Dispense, une Française donc de Chandernagor, de ce comptoir français de l'Inde. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le départ de mademoiselle Dispense et de Madeleine pour l'Orient. Donc là, on a le rapport d'armement du bateau, l'Hector, donc ça c'est assez appréciable avec les dates. Donc ils sont partis de Chandernagor le 11 septembre 1771 pour arriver le 22 mai 1772 à Lorient. Et attention, voilà, hop, voilà. Et on voit bien sur ce rapport-là que mademoiselle Despense a avec elle Jeannot, Cécile et surtout Madeleine. Donc on a la preuve que Madeleine a foulé le sol de la France de ses pieds le 22 mai 1772. Et c'est maintenant que tout va se jouer pour Furcy. Donc toute l'affaire de Furcy jusqu'en 1843, en fait, se joue à ce moment-là, en 1772, en métropole, à Lorient. Pourquoi ? Alors, vous avez ici ce couple, les routiers, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, et ici, c'est Madeleine qui est représentée. Donc, mademoiselle Despense, sa maîtresse, avait possédé Madeleine, mais voulait l'affranchir. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas l'affranchir en France. Pourquoi ? Parce que la loi française ne reconnaissait pas l'esclavage. Donc, vous ne pouvez pas faire un contrat ou une donation sur quelque chose qui est interdit. Je ne sais pas, une transaction de drogue ne va pas être reconnue par la loi parce que l'objet même, la cause du contrat, c'est de la drogue. Donc, c'est interdit. Là, c'est un peu la même chose. Donc, l'idée, c'est de le faire, mais ailleurs où c'est autorisé, ou à Bourbon. Et il se trouve que ce couple-là, routier, a besoin de quelqu'un pour la traverser, parce que Madame Routier, qui est au milieu, est enceinte et elle va bientôt accoucher. Et c'est le petit enfant qui est dans les mains de Madeleine. Et cette petite femme qui s'appelle Eugénie Routier sera la future femme de Joseph Laurie, le maître de Furcy, après celui contre qui il va combattre juridiquement. Donc, ces gens-là disent à Mademoiselle Despense qu'une fois qu'ils seront arrivés à Bourbon,
ils vont affranchir Madeleine. Donc ils partent à Bourbon où ils arrivent en 1773 et Madeleine est affranchie non pas en 1773 mais en 1789. Donc déjà il y a un petit différentiel par rapport aux engagements pris initialement de plusieurs années, mais ce n'est pas le tout. Elle est certes affranchie, mais le problème, c'est que sur les recensements qu'on a retrouvés après, parfois elle était recensée comme libre et parfois comme esclave. En fait, elle est toujours restée chez sa maîtresse, Madame Routier. Alors, moi, je n'ai pas de certitude quant à ce qui s'est réellement passé. En tout cas, elle a dû être bernée d'une façon ou d'une autre, puisqu'elle reste comme esclave là-bas. Et en 1808, alors que Madame Routier est à l'article de la mort, et peut-être avec un peu de remords, décide de à nouveau affranchir Madeleine, si tant est qu'on puisse l'affranchir. Mais le problème, c'est qu'elle lui avait, sur son premier affranchissement en 1789, elle lui avait promis 600 livres, je crois, de pension annuelle. Sur 19 ans, ça commence à faire une certaine somme. D'après Soupy-Body, ça fait à peu près 90 000 € d'aujourd'hui. Et le Joseph Fleury, qui est désormais son maître, va lui proposer une sorte de marché, qu'elle refuse cet argent, et qu'en échange, il libère Furcy, son fils. Donc ils vont lui faire signer la renonciation à l'argent, et elle va encore une fois se faire berner, puisqu'elle ne signera pas le bon papier. Et résultat, elle va mourir en 1814, et Furcy sera toujours esclave et elle n'aura pas touché d'argent. Donc on peut aussi considérer que c'est ce double, on va dire, les deux fois où sa mère a été trompée qui peut-être ont aussi incité Furcy en termes de vengeance, de motivation, sachant en plus qu'à la fin de sa vie, il prendra comme nom, vous l'avez vu tout à l'heure, notamment quand il était pâtissier, le nom de Furcy Madeleine. Je pense que c'est un hommage à sa mère décédée. Ce qui est très important, et là je veux revenir un instant en 1773, puisque je vous ai dit que c'était le nœud de l'affaire, Madeleine a effectivement posé le pied sur le sol français, et encore faut-il voir si ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les exceptions ne pouvait pas la conserver en esclavage. Donc, deux séries d'exceptions. En 1716, il y a une ordonnance qui vous explique que vous pouvez garder votre esclave si vous êtes propriétaire d'esclaves, à condition de le déclarer dans le port d'arrivée et dans le port de départ. Si jamais vous ne faites pas ces formalités, l'esclave est libéré. 1716. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de propriétaires d'esclaves sont négligents et beaucoup d'esclaves se retrouvent sur le territoire métropolitain un peu livrés à eux-mêmes sans moyens de ressources. Et j'allais dire pour des questions d'ordre public, en tout cas pour éviter ce problème, il y a un nouveau texte qui émane du roi en 1738 et qui, cette fois-ci, oblige à inscrire à l'arrivée, au départ et à l'arrivée les esclaves dans les ports, mais surtout l'esclave n'est plus libéré en cas de défaut d'accomplissement des formalités. Les esclaves sont dits confisqués au profit du roi. Et ce qui est très important, parce que dans le cadre du premier texte, Madeleine, en 1772, elle serait affranchie. Dans le cadre du deuxième texte, elle ne serait plus affranchie, elle serait la propriété du roi. Donc, voilà. Je vais revenir sur ici, et c'est à partir de tous ces éléments en 1817 que Furcy, encore une fois sans qu'on sache véritablement comment il a pu avoir tous ces arguments, va fonder sa demande, non pas en affranchissement, mais en ingénuité, puisqu'il est né bien après, il est né en 1786, alors que normalement, selon lui, sa mère est libre depuis 1772, donc qu'il est né en état de liberté. C'est cet argument-là que vont retenir nos juges de 1840 et 1843, Cour de cassation puis Cour royale, d'accord ? Et surtout, pour contourner la difficulté de voir Madeleine confisquée au profit du roi dans le cadre du deuxième texte, 1738,
la Cour de cassation va estimer que l'ordonnance de 1738 n'a jamais été enregistrée à Bourbon. Qu'est-ce que ça veut dire enregistrée? C'est qu'en fait, dans l'Ancien Régime, tous les textes devaient être enregistrés un petit peu localement par province au sein des parlements provinciaux, y compris dans les colonies. Et si le texte n'était pas enregistré, techniquement, il n'était pas applicable. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quels textes ont été enregistrés parce qu'on n'a pas toujours les preuves et on a parfois des enregistrements mais des non-applications, ce qui fait qu'on est souvent dans le flou. Et ça, c'est une des difficultés, notamment dans l'histoire coloniale. Et ce qui fait que, comme la Cour de cassation ne voit, soi-disant, pas d'enregistrement ni à Bourbon ni à Paris, eh bien, elle considère que ce texte n'est pas applicable, que c'est l'autre texte qui est applicable, et donc que Madeleine pourrait être libérée dans ce cadre-là. J'ajouterai ensuite que, étant donné qu'à Lorient, dans les ports et les entrepôts où étaient consignés ces registres d'esclaves, on n'a jamais trouvé le nom de Madeleine, les juges ont estimé que, finalement, Mademoiselle d'Espence, qui est sa maîtresse de base, celle, on va dire, légale, elle n'a jamais émis la volonté de conserver Madeleine. Donc, si elle ne fait pas les formalités, c'est que pour elle, elle va la libérer. Et c'est assez ironique, puisque si elle l'avait su, il n'y aurait pas eu tout ça. Elle aurait directement dit à Madeleine qu'elle était libre parce qu'elle avait posé le pied sur le sol de la France. Et le problème, c'est que je pense que tout ce petit monde n'était pas, n'avait pas de maîtrise de la chose juridique à l'époque. Et d'ailleurs, vous voyez que ce sont des textes qui sont exhumés bien après, qui permettent d'élaborer un petit peu tout ce raisonnement. Donc ça, je vais passer. Je voulais m'arrêter là-dessus une seconde. Sur le mot qui est surligné, le mot comminatoire. Henrion de Pensée, c'est un magistrat de la Cour de cassation, j'en reparlerai une seconde après, qui a été avocat sur une seule affaire, et celle-ci est très connue, sur un esclave, et c'est lui qui aurait exhumé ce principe du sol libre et des exceptions non applicables que je viens d'expliquer. De là à ce que Furcy soit en contact avec Henrion de Pensée, il y aurait beaucoup de personnes à contacter avant qu'ils puissent utiliser cette argumentation. Mais surtout, je voulais revenir sur ce terme-là. Pourquoi ? Parce que le juge à la Cour royale en 1843 reprend cette argumentation en disant que même dans le cadre du texte de 1738, donc le deuxième, celui où on confisque au profit du roi, eh bien, le roi, lui, en gros, dans sa grande mansuétude, n'a jamais exercé son droit. Et c'est ça l'effet comminatoire, en gros, de dire que c'est plus une sorte de pouvoir de dissuasion pour obliger les maîtres à bien faire les déclarations en bonne et due forme, plus qu'une volonté pour le roi de s'approprier des esclaves qui, en plus, étaient obligés de renvoyer aux colonies puisqu'ils ne pouvaient pas rester sur le sol métropolitain. Donc, c'est cet effet comminatoire qui est, développé par Henrion de Pensée et qui sera également repris. Donc là, on est en 1770 sur une affaire qui a lieu 70 ans après. Donc ça, je passerai. J'en ai terminé pour, en gros, la démonstration juridique. Retenez que c'est parce qu'on n'a pas fait de formalité que Madeleine a été déclarée libre, et c'est surtout parce que les défendeurs, donc les Laurie dans les années 1818 à 1843, n'ont pas réussi à prouver qu'il y avait eu ces formalités, qu'ils n'ont pas pu avoir gain de cause, et que Furcy s'est retrouvé libéré. Donc, j'en ai terminé avec la partie la plus dense, on va dire. Dans cette partie-là, ça va être surtout visuel. Je vais vous montrer des lettres que Furcy écrit à l'île Maurice entre 1821 et 1836. Alors quand je dis Furcy écrit, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup d'écrivains, et notamment Mohamed Essaoui, pour moi, ce n'est pas Furcy qui écrit ces lettres-là, pour la simple et bonne raison déjà que ce n'est pas à chaque fois la même écriture, ce n'est pas vraiment la même signature, et on a toujours fantasmé un esclave instruit, lettré. Il est peut-être très intelligent, comme disait Sully Brunet, mais même lui, en 1829, explique qu'il pouvait à peine signer, qu'il mettait une croix. Il semble qu'il ait appris à écrire par la suite, mais qu'à la base, initialement, il ne soit pas capable d'écrire ainsi.
Et moi-même, au début, quand je ne connaissais pas bien l'affaire, j'ai un peu répété ça sans savoir. Et on comprend après que c'est grâce surtout à son entourage, à Bourbon puis à Maurice, qui bénéficie de ses soutiens et de gens capables d'écrire, capables d'argumenter, capables de transmettre un message clair. Donc, Furcy va envoyer une série de lettres, souvent à Gilbert Boucher, avec qui il reste en contact. Gilbert Boucher demande son rappel au début de décembre 1817, avant le premier jugement de Furcy. Quand Furcy passe en appel au mois de février 1818, Boucher n'est même plus à La Réunion, enfin à Bourbon. Il a déjà repris le bateau pour rentrer en métropole parce qu'en gros, il va en référer à sa hiérarchie pour les problèmes qu'il a eus, notamment avec des bassins sur cette affaire Furcy. Alors il existe, notamment Gilles Gérard essaye de prouver ça, sans doute à juste titre, que Furcy n'est peut-être pas forcément la voûte de ces antagonismes entre ces deux clans, on va dire ce clan de Boucher un peu européen et sympathisant des esclaves et le clan des Bassins-Laury esclavagiste, puisqu'il explique que des antagonismes antérieurs existaient déjà, et qu'en fait, Furcy était une sorte d'étincelle, et ça c'est l'expression de Sue Peabody, une sorte de prétexte à se faire une guerre pour essayer d'avoir la peau de l'autre, surtout du côté du clan colonial. C'est tout à fait possible, mais c'est difficile à prouver également. On manque de preuves, on travaille sur la correspondance en ce moment, mais on est beaucoup dans la supputation. Et d'ailleurs, tous les ouvrages là-dessus sont dans la supposition, parce qu'on a tendance à vouloir naturellement combler les trous, et c'est ce qu'a fait Mohamed Essaoui avec un certain talent, parce que c'est avant tout un écrivain, mais il y a plein de choses qui ne sont pas vraies, qu'il a dû imaginer, et même dans les autres ouvrages, et je pense à l'ouvrage de Sue Peabody, très souvent, elle est obligée d'émettre des hypothèses, donc elle pose des questions, elle envisage. Moi, parfois, je lisais des articles qu'on avait écrits pour le livre ou pour l'expo. Gilles Gérard va écrire probable, et elle va écrire possible. Parce que pour un, il y a plus de chances que ce soit arrivé que pour l'autre. Et on est constamment là-dedans. Donc le travail sur Furcy est aussi un travail de synthèse. Et quelque part, il faut s'entendre pour essayer d'évaluer le caractère plausible ou non de tel ou tel fait. Donc dans cette première lettre, la calligraphie est très belle, on n'apprend pas grand-chose, il se plaint et il demande de l'aide à Gilbert Boucher, qu'il arrive à avoir, parce que n'oubliez pas que ces documents, nous les avons, parce que Gilbert Boucher les a reçus. Tout ça, ce sont des documents qui sont issus de ces archives à Gilbert Boucher. La deuxième lettre est à peu près du même acabit, elle date de l'année suivante, donc lui, il a repris un poste en métropole. Là, vous voyez qu'il est en Corse, c'est écrit en haut à gauche. Et vous avez ensuite cette lettre de 1826 qui est beaucoup plus intéressante, parce qu'elle nous explique deux choses. Alors je ne sais pas si on voit là, j'ai mis des petits personnages à gauche et à droite dans la partie inférieure, et il vous explique ici qu'il n'a pas pu voir ses enfants depuis longtemps. On est en 1826, puisque a priori Furcy aurait eu des enfants à Bourbon avant, avec une compagne, parce qu'il n'était pas marié, et c'est la seule lettre, en tout cas de mémoire, où il mentionne ses enfants. Je ne sais pas s'il les mentionne après dans son testament, mais en tout cas, il y a une espèce de complainte à Gilbert Boucher pour lui dire qu'il y a une vraie souffrance en tant qu'homme à ce niveau-là. La deuxième information que moi je trouve intéressante, c'est celle de la droite, où il explique que je suis né d'un colon français. Je suis né d'un colon français, c'est-à-dire que lui explique que son père, en gros, serait français. On ne connaît pas l'identité du père de Furcy, on ne connaît même pas son ethnie, si je puis dire. Est-ce que c'était c'était un Africain, est-ce que c'était un Blanc ? Il y a l'hypothèse que, rappelez-vous l'image sur le bateau, où que éventuellement Monsieur Routier aurait très bien pu être le papa de Furcy. Constance, sa sœur, elle est affranchie par quelqu'un donc, qui n'est sans doute pas son père à l'âge de 2 ans. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un en sous-main qui a voulu l'aider elle ? Est-ce que quelqu'un en sous-main a voulu aider Furcy aussi ? Parce qu'on se rend bien compte, encore une fois, que c'est un esclave, mais assez singulier.
Ça, on ne sait pas. Moi, je ne veux pas rentrer dans les suppositions, dans le on-dit, mais c'est des choses que vous ne devez pas perdre à l'esprit. Et c'est pour ça que toute la difficulté de cette affaire, c'est qu'à chaque fois que vous lisez quelque chose, vous vous posez des questions et vous êtes toujours constamment dans le doute. Donc, à vous de vous faire vos propres hypothèses, mais vous voyez comme c'est compliqué. J'ajouterais que cette lettre a la particularité également d'avoir été envoyée 2 fois, une fois au mois de mai, et une fois au mois de novembre, je crois, et vous voyez que les 2 signatures, là aussi, sont différentes. Et en bas même, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, à droite, il signe Furcy Laurie, donc du nom de son ancien maître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu des hypothèses là-dessus, moi je n'ai pas trop cherché à comprendre, mais au moins je l'ai relevé. En 1826, la même année, il écrit à un certain Le Gonidec. Je vais vous en reparler à un instant. Le Gonidec est un magistrat à la Cour de cassation et il a aussi pour particularité d'être le beau-père de Gilbert Boucher, le procureur général qui aide Furcy. Donc il y a fort à parier que l'entrée, on va dire, dans les hautes sphères, d'abord juridiques de Furcy, c'est via cet homme, par le truchement de cet homme. Et là, il lui écrit carrément pour lui demander s'il n'a pas l'adresse de Gilbert Boucher, parce qu'il envoie des lettres, et nous, on ne sait pas s'il en a reçu de Boucher. Je présume que oui, mais on ne sait pas. Et il explique même, je ne sais plus si c'est dans celle-là, qu'il les envoie en 3 ou 4 exemplaires à des gens différents, puisque à l'époque, il faut mettre ça sur un bateau et qu'une personne amène en main propre à une autre personne, souvent à Paris, afin que le courrier arrive. Mais on voit que ça fonctionne quand même relativement bien, puisqu'on a récupéré toutes ces lettres. Cette lettre-là, c'est celle de Furcy au gouverneur de Bourbon. On est en 1836, donc là je vous ramène sur la frise 1835. Il a gagné une première fois devant la Cour de cassation et il demande au gouverneur s'il peut venir récupérer des papiers pour continuer son affaire et surtout pour ses dommages et intérêts. Et on lui répond qu'il ne peut pas venir à Bourbon parce que jusqu'en 1843, il est réputé esclave sur le sol de Bourbon. Autant il peut se balader où il veut à l'île Maurice, il peut se balader où il veut à Paris, ce qu'il fait dès 1835, mais à Bourbon, le gouverneur lui déconseille d'y aller. Donc on voit bien que là, il y a une difficulté aussi juridique et une espèce de non-sens que dans le même pays, on va considérer qu'une colonie française fait partie de la France, encore qu'il y aurait un débat constitutionnel qui date de la Révolution française là-dessus à mener, mais que c'est un même pays avec normalement des lois similaires, quelqu'un n'ait pas du tout le même statut selon l'endroit où il se trouve. Ça, c'est une dernière lettre de Furcy en 1836. Je crois que c'est la dernière qu'on a à Boucher, où il explique qu'il a gagné en cassation, mais qu'il doit continuer à lutter pour avoir gain de cause sur sa liberté et aussi sur l'argent. Alors ça aussi, et j'ouvre la parenthèse tout de suite, pour certains, il n'est pas forcément exclu que dès le départ, Furcy ait pu avoir des velléités financières. Ça paraît fou à dire, mais quand on a été esclave pendant 30 ans, est-ce qu'on s'assierait sur 300 000 €, ou en tout cas l'équivalent ? C'est facile à dire comme ça par rapport à la valeur de la liberté, mais je pense que ça a été aussi un moteur dans son abnégation aussi pour faire valoir ses droits. Parce que dans l'absolu, et c'est ce que lui reprocheront les avocats de Laurie après, on lui explique, mais depuis 1827, monsieur, vous êtes libre, vous avez fait, fortune, non, mais vous êtes quelqu'un de reconnu, on va dire, à Port-Louis, à Maurice, et vous continuez à demander votre liberté. Mais c'est parce qu'il y a le fait de laver son honneur, venger sa mère, mais aussi, je pense, récupérer de l'argent, parce que je ne vais pas dire qu'il est devenu spéculateur à Maurice, mais on voit qu'il achète des terrains, il les revend, il fait des plus-values, il a plusieurs notaires, c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut voir toutes les traces de ces transactions. Donc il faut pas minimiser ça. Donc évidemment, ça perd un peu de sa symbolique, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, et j'ai envie de dire aussi tout à fait normal. Donc voilà, je vous parlais du réseau à l'instant. En 1817, Desbassins arrive avec Boucher et Brunet et ils installent une nouvelle organisation de la justice. Je vous passe les détails. Sachez simplement que dans la commission qui siège pour discuter de ce texte-là en 1816, alors je suis désolé, mais là, le cliché est de très mauvaise qualité. Il y a 3 personnes dont vous reconnaîtrez les noms. Le premier, c'est Le Gonidec, avocat à la Cour de cassation. Vous avez ensuite au milieu tout seul, sans titre, un certain Boucher.
Et vous avez deux noms en dessous, un certain Desbassins de Richemont. Donc avant d'arriver à Bourbon, tout ce petit monde se connaît. Et moi j'ai la preuve, parce que je travaille sur les mémoires de Sully Brunet, que Desbassins et Sully Brunet se connaissent, parce que Sully Brunet doit son poste de magistrat, sa nomination à Bourbon. Il est étudiant à Paris en droit, et il doit cette nomination à qui? À Desbassins, contre qui il va se soulever, entre guillemets. En tout cas, lui pense faire son travail, et Desbassins ne comprend pas que quelqu'un à qui il a donné, on va dire, un si bon poste puisse oser quelque part se soulever contre lui, alors que d'après Sully Brunet, c'était totalement, on va dire, légal, légitime dans le cadre de ses fonctions. Deuxième partie de la construction du réseau. Alors rappelez-vous des noms dont j'ai parlé. Donc au départ, vous avez Boucher et Le Gonidec qui se connaissent. Après, il va y avoir un nouvel acteur dont je vais parler après, c'est un certain Déroulède. Déroulède connaît Le Gonidec et sans doute Boucher. Déroulède a étudié à Paris, mais il est à Maurice, il a étudié en droit, il est prêtre, il est franc-maçon, il fait plein de choses, et c'est un proche de Furcy, je crois même qu'il sera son témoin de mariage. Donc vous avez ensuite Furcy, donc qui connaît et Déroulède et Boucher, donc sans doute aussi Le Gonidec indirectement. Vous avez après Dupin. Dupin, c'est le procureur général de la Cour de cassation. C'est la personne à qui Furcy doit, quelque part, le salut de la reprise de son combat juridique entre 1818 et 1835. Donc Dupin, il est procureur général de la Cour de cassation, qui est l'instance suprême, mais il est également président de la Chambre des députés. C'est un personnage de tout premier plan qui est, pour parler trivialement, dans les petits papiers de la reine. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement influent, qui a l'air d'être sympathisant de la cause des esclaves. Alors, je vous ai matérialisé la reine. Et là, vous avez Portalis et Béranger. C'était deux magistrats pour le procès de 1840 à la Cour de cassation. Ils connaissent Dupin, ils connaissent sans doute Le Gonidec, qui est toujours magistrat à la Cour de cassation, et en plus, au moins jusqu'en 1829, vous avez notre Henrion de Pensée, d'où je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui aussi est toujours à la Cour de cassation jusqu'à son décès. Donc peut-être aussi que ce raisonnement de 1770 sur cet esclave avec le sol libre, avec le défaut d'accomplissement des formalités pour les exceptions, plus l'effet combinatoire, peut-être que tout ça vient de cet homme-là par le truchement de ces personnes-là. Je suis dans l'hypothèse, là, pour le coup, mais c'est quelque chose qui me semble tenir à peu près la route. J'ajouterai une chose sur Henrion de Pensée, et ça je l'ai découvert il y a très peu de temps et complètement par hasard, je ne travaillais pas du tout là-dessus. En 1836, Dupin doit faire un éloge à plusieurs grands magistrats qu'il avait à choisir, une douzaine, et il choisit d'honorer la mémoire d'Henrion de Pensée, mort quelques années avant. Et surtout, ça, je ne l'ai jamais vu ailleurs, donc je pense que personne n'avait jamais fait attention. Il nous fait sa biographie et il nous parle de cette affaire de l'esclave en 1770. Et dans la petite note qui est en bas à droite, c'est ce que j'ai recopié ici, donc il parle de cette affaire, celle d'un pauvre nègre esclave que son maître avait ramené en France en négligeant d'accomplir les formalités prescrites alors par les lois pour être autorisé à le réexporter, donc tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. L'arrêt prononça la mise en liberté. Et là, il reprend, la Cour de cassation a, depuis, donc 1835, consacré le même principe dans la cause de l'Indien Furcy. Donc dans ce bouquin que tout le monde a vu, et il y a même une vue du livre d'une galerie de la Cour de cassation, et c'est dans ce livre-là qu'est cité Furcy, sans que, à mon avis, personne ne se soit jamais aperçu. Donc, pour quelqu'un qui est à peu près inconnu à La Réunion à ce moment-là, on en dira un mot après, Furcy a déjà une sorte de postérité, ne serait-ce que dans cet ouvrage. Donc, sur cette partie 4, sur la justice coloniale et la justice métropolitaine, je veux juste vous expliquer une chose. C'est qu'il y a une histoire de cycle là-dedans. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite, c'est qu'à partir des années 1820, le Premier ministre de la France, en fait, est un certain Joseph de Villèle. Il est Premier ministre de 1821 à 1828 et il est marié à Mélanie Panon-Desbassins, qui est la sœur de Philippe Desbassins, parce que le Premier ministre français, je crois qu'il a le record de longévité même, a passé une dizaine d'années à La Réunion pendant la Révolution française, et ce qui fait que Desbassins bénéficie d'appuis importants dans les années 20. Et vous noterez donc que dans cette histoire de cycle, la décennie 1820, c'est quand Furcy arrive, il est à Maurice,
mais lui est libéré en 1827 et Joseph de Villèle n'est plus au pouvoir à partir de 1828. Donc il y a aussi là une sorte un peu de vase communicant, de courbe qui s'inverse en faveur de Furcy. Pour ce qui est de la justice métropolitaine, je dirais simplement que la décennie 1830, ou celle qui est importante pour Furcy, elle est globalement propice à l'abolition de l'esclavage et à ces idées-là, en tout cas, puisque l'Angleterre met la pression sur la France, puisque l'Angleterre va abolir bien avant l'esclavage, entre 1833 et 1835, dans ses colonies. Et vous avez ce texte de 1833, je vous parlais au tout début des livres de couleur entre 1803 et 1833, c'est ce texte qui met fin à ces trois catégories juridique. Donc on est dans une mouvance après le nouveau régime en 1830 et l'avènement du roi Louis XVIII qui n'est plus roi de France mais roi des Français, donc dans une monarchie qu'on pourrait qualifier de parlementaire. On est dans un système plus progressiste et de 1832 à 1839, le président de la Chambre des députés est Dupin, procureur général de la Cour de cassation. Donc c'est vraiment un moment propice. Et dans la décennie 1840, donc celle qui s'approche de l'abolition de l'esclavage, eh ben, paradoxalement, j'aurais presque envie de dire qu'on est moins sympathisant de l'abolition. Dupin ne préside plus la Chambre des députés. Vous avez des lois qu'on appelle les lois Maco sur l'encadrement, un adoucissement des lois sur l'esclavage. Mais ces lois-là, finalement, elles adoucissent peut-être l'esclavage, mais à aucun moment ne prévoit son abolition, l'abolition de l'esclavage. Et il ne faut jamais oublier qu'en 1848, ce n'est pas vraiment l'aboutissement d'un processus long et réfléchi, c'est une révolution qui va décider de l'abolition de l'esclavage. Donc il faut faire attention à ces histoires de période également. Ce texte-là est intéressant, il date de 1838. Alors je l'ai appelé le lobby colonial, j'aime pas trop les anglicismes, mais bon, le lobby colonial en métropole. Sous la Révolution française, ce lobby-là avait été très puissant puisqu'il avait des intérêts financiers énormes et avait réussi à combattre l'abolition de l'esclavage qui arrivera une première fois en 1794. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important ici, c'est qu'en fait, vous avez le ministre de la Marine et des Colonies qui écrit à son homologue de la justice pour lui dire que, là-haut, c'est écrit que c'est le procès de Furcy en cassation, ce qui est souligné en rouge. Et il lui dit, l'issue de ce procès n'intéresse pas seulement le bon droit du sieur Laurie, donc déjà le bon droit, donc il y a quand même un peu un parti pris, elle est attendue avec anxiété par une grande partie des propriétaires de l'île Bourbon et la solution de l'affaire importe réellement au maintien même de l'ordre public dans cette colonie. Donc on revient à ces histoires d'ordre public et on comprend bien que les colons à Paris ont leurs petites entrées, notamment au ministère. Et dans cette lettre qui est de la même période, on confirme ce parti pris du ministère, mais par chance pour Furcy, cette missive envoyée au ministère de la Justice puis à la Cour de cassation est adressée à au procureur général, un certain Dupin, qui est allié de Furcy. Donc ça explique aussi peut-être en partie le succès de Furcy en 1840. Donc dans cette cinquième petite partie, je vais faire défiler quelques éléments nouveaux. J'ai parlé de l'incertitude sur la législation applicable tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les dates. Si vous comparez tous les ouvrages, tous les articles, et même pire, les arrêts des différentes cours, les mémoires des différents avocats, quand je vous disais que c'est très important en 1772 que Madeleine met le pied sur le sol français, on le voit avec le document du bateau, eh bien, suivant les documents, elle est arrivée en 1768, vous avez des différentiels de dates très importants qui fait que quand on ne connaît pas l'affaire et qu'on essaye de comparer les documents, eh bien, on est complètement perdu puisque rien ne correspond à rien. Donc les dates, il ne faut pas s'arrêter dessus, il faut recouper les informations pour essayer d'y voir plus clair. Et enfin, l'incertitude sur l'accueil du pourvoi en cassation, alors là, vous n'êtes pas forcément tous juristes. Le pourvoi en cassation, normalement, il y a un délai pour l'accueillir, pour pouvoir contester une décision. Or, ici, on met 17 ans, au bout de 17 ans, on explique que le pourvoi peut quand même être accueilli.
La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans un journal, on a compris l'accueil de ce pourvoi en raison du principe de l'imprescriptibilité de la liberté. Donc en gros, on ne peut jamais contester la liberté de quelqu'un. Vous avez toujours, il n'y a pas de délai pour ça. Et que, en fait, comme c'était une raison d'ordre public, eh ben, à tout temps, vous pouvez on va dire, faire une requête si vous estimez que votre liberté, en gros, a été mise à mal. Je vous ai parlé de Déroulède tout à l'heure. Vous savez, ce Mauricien, prêtre, franc-maçon, avocat, tout ça. Eh bien, on a une nouvelle preuve de son lien avec, notamment le Gonidec en haut, puisqu'il explique dans une lettre à Boucher, elle date de 1822, eh ben, qu'il est parti, il s'est présenté à Paris voir le Gonidec pour le rencontrer. Donc il y a fort à parier qu'ils aient parlé de Furcy, puisque Furcy est à Maurice depuis 1818. Et autre chose, quand je vous ai parlé tout à l'heure des velléités de Furcy par rapport à la Cour de cassation, c'est qu'ici il y a une mention de la Cour de cassation. Et ça, c'est un truc qu'on avait un peu loupé. Et ça, il me semble que c'est Gilles Gérard qui me l'avait montré. C'est qu'en 1822, 13 ans avant l'accueil de son pourvoi, on voit à côté du petit personnage, eh bien, Déroulède explique à Boucher qu'en fait, la seule issue possible pour Furcy pour se faire reconnaître comme né libre et ingénu, c'est d'arriver devant la Cour de cassation. On est en 1822, il n'y arrivera qu'en 1835. Donc vous voyez le long cheminement et la difficulté pour lui à constituer son réseau. 1836, Conseil colonial de l'île Bourbon. Alors ça, c'est pareil, je l'ai trouvé complètement par hasard, je ne cherchais pas ça du tout, je bossais sur autre chose. Conseil colonial, pour faire court, c'est entre 1834 et 1848, une sorte de représentation à l'échelle locale, mais pas une représentation on va dire, avec des attributions exécutives, mais avec des attributions partiellement législatives. En gros, normalement, il n'y a que au niveau des chambres du Parlement qu'on peut faire les lois. Eh bien, exceptionnellement, pendant ces années, on délègue une partie du pouvoir législatif à ce conseil colonial qui a aussi un pouvoir de conseil, de proposition auprès de la métropole. Et dans ce conseil, puisqu'on parle beaucoup d'esclavage là-dedans, sachant qu'on ne parle jamais de Furcy à Bourbon, il y a un conseiller qui nous explique que les métropolitains sont très sévères par rapport aux colons qui, soi-disant, traitent très mal leurs esclaves. Et il y a un débat qui s'instaure en expliquant que les métropolitains ne sont que des philanthropes, des amoureux des esclaves et qui ne connaissent rien à la vie des colonies. Et ce conseiller va même dire qu'il a vu dans le réquisitoire d'un haut fonctionnaire ces mots que j'ai mis en jaune à gauche, à une époque où tous les efforts de la législation et de la philanthropie se réunissent pour préparer l'anéantissement de l'esclavage, à plus forte raison, etc. Et ces mots-là, à force de traîner sur l'affaire Furcy, je me suis rendu compte que c'était les mots du procureur général Dupin dans le réquisitoire pour Furcy. Donc, à La Réunion, enfin à Bourbon en 1836, ils sont en fait tout à fait au courant de tout ce qui se trame en métropole au sujet de Furcy, alors que le nom de Furcy a été en gros rayé des cadres. On n'en parle jamais, mais tout le monde sait que Furcy est présent. J'en veux pour preuve ici, comme en 1838, vous vous rappelez les échanges entre ministères avec le parti pris pour Laurie, eh bien, ici également, le ministère des colonies écrit directement au gouverneur de Bourbon pour lui expliquer qu'ils vont tout faire pour essayer de contrecarrer les entreprises de Furcy en cassation. Donc le gouverneur, lui aussi, est au courant, alors qu'on ne voit, encore une fois, jamais rien apparaître au sujet de cette affaire, toujours sans doute pour des questions d'ordre public. Mais aussi, je pense que comme il y a certaines choses qui ont été faites un peu en sous-main, un peu illégalement, peut-être qu'on voudrait éviter que ça se sache en haut lieu, sachant déjà que des personnages importants, on va dire, étaient en lutte contre eux pour essayer de faire triompher Furcy. Je reviens juste en arrière sur ce texte, on est en 1836. Rappelez-vous sur le bouquin de Dupin et Henrion de Pensée qui citait l'affaire un an après la cassation. Eh bien, en 1836, vous avez cette ordonnance royale du 29 avril qui concerne
les esclaves des colonies amenés ou envoyés en France par leur maître. Hein. Donc c'est un texte législatif, et ce que j'ai mis en rouge, où c'est écrit « Tout esclave qui, à compter de la publication de la présente ordonnance aux colonies, sera amené ou envoyé en France par son maître, sans l'accomplissement de la condition prescrite par l'article 1er, deviendra libre de plein droit à compter de son débarquement dans la métropole et recevra en conséquence un titre de liberté. » Donc là, il y a fort à parier que ce soit une conséquence, une sorte de jurisprudence de l'affaire Fursy, dans la législation française. Il ne faut pas oublier que la Cour de cassation est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire en France, donc, mais elle a des attributions en termes de justice, de pouvoir judiciaire, mais également elle a indirectement un rôle politique, puisqu'en fixant des tendances de la jurisprudence, elle va infléchir quelque part la loi, forcer le législateur à changer son fusil d'épaule. Et c'est exactement, de mon point de vue, ce qui se passe avec la législation concernant ces individus. Delabarre de Nanteuil, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, c'est quelqu'un qui a écrit une grosse compilation juridique sur l'histoire juridique sur toutes les lois de la Réunion. Pourquoi je le cite ? Parce qu'il a écrit deux éditions, une en 1844, une en 1861. Vous allez me dire quel est le rapport. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de tout et de rien, qui est assez très exhaustif, voire parfois loquace, sur plein de sujets. Et j'avais toujours trouvé bizarre qu'il ne parle pas de cette affaire Fursy. Et en fait, on sait depuis qu'on a travaillé sur l'Expo pourquoi il ne parle pas de l'affaire Fursy, tout simplement parce que ce document qui est au centre, c'est le second procès en indemnité de Fursy du 30 août 1845, celui-là où il gagne ses 15 000 francs. Eh ben, un des avocats de Lory est ce Delabarre de Nanteuil, donc évidemment, il est au courant de l'affaire, et donc s'il n'en parle pas dans sa compilation juridique, c'est qu'il le fait délibérément. Voilà. Donc ça fait partie de cette dissimulation de l'affaire sur place, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, en tout cas plus maintenant, mais pendant très longtemps, quand on n'avait pas les papiers de Boucher qui venaient de métropole, on n'avait aucun élément, puisque ici, on ne savait pas qu'en gros, il s'était passé quelque chose, sachant qu'en plus, on n'a pas retrouvé l'arrêt d'appel de 1818, et l'original, en tout cas le document manuscrit qu'on a du premier jugement de 1817, on l'a trouvé à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d'Outre-mer, et l'original qui était censé être ici, on ne l'a jamais retrouvé. J'ai parlé de Sully Brunet, il faut savoir que son frère Auguste Brunet, qui est aussi avocat, a aidé Fursy. Donc ça, c'est une lettre de l'avocat de Fursy devant la Cour de cassation en 1835-1840 qui explique qu'Auguste Brunet l'a aidé. Je vous l'ai mis là parce que un des seuls exemples où on parle de l'affaire Fursy à La Réunion est le fils d'Auguste Brunet, donc le neveu de Sully Brunet. Il en parle de cette affaire, donc il porte au nu son oncle et son père pour avoir joué un rôle là-dedans. Mais on est déjà vous le voyez sur le document de gauche, il est procureur général en 1893. En gros, à ce moment-là, 40 ans après l'abolition de l'esclavage, en gros, on peut se targuer d'avoir dans sa famille à La Réunion quelqu'un qui a osé défendre les esclaves. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil, mais ça aussi, je l'ai retrouvé complètement par hasard, et c'est à force de fouiller en travaillant sur d'autres sujets qu'on retombe sur des éléments comme ça. Ça, ce sont les mémoires de Sully Brunet. Bon, c'est pas que c'est très intéressant, mais on va passer. Fursy maltraité, alors c'est un jeu de mots, je ne sais pas s'il est heureux ou pas. En tout cas, maltraité, parce que l'année dernière, dans ma conférence, j'ai l'habitude de taper sur Google Fursy ou n'importe quel autre nom, et je regarde ce qui a été publié dernièrement sur lui. Et il s'avère qu'au mois de juillet, je crois, je recevais un ami et je lui expliquais l'affaire de Fursy. Il n'y connaissait absolument rien, et il me rappelle 2 jours plus tard pour m'expliquer qu'il y avait un article dans le Nouvel Observateur sur l'affaire Fursy. Alors pourquoi je vous ai mis ça ? Alors on ne va pas relire tout ça, simplement pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas, pour la simple et bonne raison que c'est le Nouvel Observateur, donc c'est un hebdomadaire national. Alors c'est pas pour stigmatiser le journaliste qui a écrit ça, mais qui a été primé pour son travail sur d'autres articles. Et je trouve que ça serait bien que les journalistes prennent le temps de s'intéresser aux choses qu'ils publient
pour éviter de dire non pas des bêtises ou en tout cas des choses un peu fausses ou d'omettre certaines informations. Parce que c'est ce qui se passe ici et notamment on vous parle de l'esclave qui attaque son maître en justice avec un beau titre, avec une chaîne pour symboliser l'esclavage, mais par exemple à aucun moment c'est écrit que Furcy a eu des esclaves. Non pas que ce soit bien ou pas bien, mais c'est un fait et qu'il faut relater quand il y a quelqu'un qui a lutté pour sa propre liberté, ne serait-ce que la singularité même de la faire remarquer. Et ça, je trouve ça un peu regrettable. C'est aussi beaucoup parce qu'aujourd'hui encore, l'ouvrage qui fait référence en la matière, en fait, c'est celui de Monsieur Essaoui. Et il faudrait que les choses changent. L'ouvrage de Soupy-Body est un ouvrage universitaire très détaillé avec énormément, c'est le fruit d'une douzaine d'années de recherche. On espère bien qu'elle va réussir à rétablir certaines vérités ou combler des trous et que nous aussi, on espère qu'avec ce bouquin-là, on réussisse à faire la même chose. Pareil, le 28 août, il y a la date. Alors, je n'ai pas mis le nom de la personne parce qu'à mon avis, c'est un stagiaire du ministère de la Justice, donc je ne veux pas le... Voilà, vous pourrez retrouver l'article, mais en gros, il reprend un peu le même principe. À mon avis, il doit s'occuper du site internet et on doit lui dire de le remplir. Et il a dû voir cet article dans le Nouvel Obs et il a décidé d'en faire quelque chose. Donc il reprend aussi beaucoup de choses de l'autre article et du bouquin de Monsieur Essaoui et donc il répète certaines erreurs. Donc c'est ça que moi je trouve regrettable aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai intitulé ça « Furcy maltraité », d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je collabore avec l'école des avocats de Bordeaux sur la reconstitution d'un procès fictif de Furcy et je leur ai transmis un corpus documentaire et je les ai eus au téléphone il y a 2 semaines. Et, en visio quoi, avec les élèves et il leur conseillait d'écouter l'émission de radio de France Inter, je ne me rappelle plus le nom, qui avait été diffusée en 2015 et qui a été rediffusée en 2019 pour s'inspirer, pour être inspiré plutôt pour leur reconstitution. Et Monsieur Essaoui est invité aussi. Alors encore une fois, moi je ne cherche pas à le stigmatiser parce qu'il a écrit cet ouvrage il y a 10 ans sur, même s'il aurait pu mieux lire certains documents, qu'il a imaginé beaucoup de choses, mais je les ai dissuadés immédiatement s'ils voulaient essayer de faire autre chose que ce que tout le monde fait jusqu'à présent. Donc, notamment dans une reconstitution fictive de l'affaire, en changeant tous les noms, en changeant énormément de choses, et notamment quand il nous parle de la calligraphie de Furcy, sachant qu'il ne savait pas écrire et qu'on voit tout à fait que ce n'était pas lui qui avait écrit ces lettres, ne serait-ce que par le changement d'écriture qui montre que c'était une tierce personne qui avait écrit ces ouvrages. Alors, maintenant que j'ai bien fait la promotion pour le livre, pour vous donner un intérêt à au moins le regarder, je vais terminer par là avant de conclure. Donc cet ouvrage qui est à gauche, donc l'étrange histoire de Furcy Madeleine, qui reprend le contenu de l'expo, mais pas que. Alors, le plan que vous avez au milieu, c'est une reconstitution des 4 pièces du musée de Villèle où il y a eu les 4, où on a exposé, où il y a eu l'exposition présentée de Furcy. On s'est adapté on va dire, à l'espace et on a également déterminé 4 thèmes. Voilà, Furcy, le combat juridique, Furcy, esclave, esclavagiste, Furcy, l'esclave, Madeleine, la mère. On retrouve les 4 parties dans le livre, donc on respecte tout ça, on respecte même le code couleur de l'expo. Et vous voyez que ça, c'est la salle, c'est la première, celle que j'ai entourée en rouge à gauche. On retrouve plusieurs clichés de l'expo dans le livre même. Donc à chaque fois, le mode opératoire est le même. Bon, là, j'ai choisi la partie sur laquelle j'ai le plus travaillé. Donc à chaque fois, un titre, un code couleur, une chronologie pour bien vous expliquer. Vous avez vu que c'était important les chronologies. Alors j'ignore si vous avez tout bien suivi, si j'ai été bien clair, mais ça nécessite de revenir inlassablement pour essayer de comprendre un résumé. Et à chaque fois, vous avez un chapitre qui est décliné avec des illustrations, soit des photos. Alors ça, c'est l'extrait du bouquin de Dupin, là où est cité Furcy, à gauche, dans la Cour de cassation, la Chambre des requêtes. Et là, vous avez les illustrations du dessinateur Sébastien Sailly. Donc voilà, on a aussi remis, vous avez vu ce document tout à l'heure dans la frise, des documents d'archives. Malgré le format, ça ressort assez bien.
À chaque fois, à la fin de chaque chapitre, il y a un focus thématique, comme l'expliquait Jean Barbier, où vous allez avoir des fiches explicatives. Par exemple, ici, alors ça c'est moi qui l'avais fait, sur l'organisation de la justice à Bourbon au début du 19e siècle, pour essayer de comprendre le fonctionnement et les différences qu'il y avait avec le système métropolitain. On a aussi des généalogies qui permettent de mieux comprendre les liens entre les différents personnages. Ça, c'est la généalogie de Furcy à Maurice, et notamment sa descendance, j'ai envie de dire sa deuxième vie, puisqu'il a aussi eu une vie ici à La Réunion, enfin à Bourbon à l'époque. Et l'idée aussi de l'expo, c'était de mettre à l'honneur tous les artistes qui avaient revisité, si vous voulez, Furcy par leurs propres inspirations. Et comme dans chaque salle, il y avait une diffusion d'un film de ces personnages-là, on a décidé d'en faire un chapitre 5 et qu'on a présenté de la sorte. Alors là, c'est la pièce de Fer6, avec notamment un extrait du texte. Et comme l'expliquait Jean Barbier tout à l'heure, à chaque fois, vous avez un QR code. Il y a une dizaine de vidéos dans l'expo et vous avez tous les QR codes que vous pourrez flasher à l'intérieur de l'ouvrage. Ça, c'est le glossaire, glossaire très intéressant. Et ça, des photos d'archives que j'aurais voulu vous montrer tout à l'heure, que je n'avais pas dans la frise. Ça, à gauche, c'est l'acte d'affranchissement de Madeleine en 1789. Vous savez, là où on parle des 600 livres. Son acte d'affranchissement, enfin en tout cas la mention de son acte d'affranchissement en 1809. Et là, à droite, c'est l'extrait de presse qui explique que Furcy a reçu le soutien de la famille royale et notamment du duc d'Orléans et du procureur général Dupin qui l'ont aidé personnellement financièrement pour payer son voyage retour à l'île Maurice en 1835 après sa cassation. Donc voilà, alors j'ai tellement été très long que je vais pas vous retenir plus que ça. Je vais simplement vous parler de 2 ou 3 choses. La nécessité de revoir l'historiographie, vous avez bien compris qu'il y avait beaucoup de décalage entre la réalité et ce qui s'était passé, notamment à cause des dissimulations que j'ai évoquées. Donc il y a tout un travail à refaire sur l'historiographie, pour en gros remettre Furcy à l'intérieur de l'histoire et parfois pour comprendre certaines choses qui se passent. Une fois, je lisais une thèse sur la magistrature aux colonies et le chercheur s'expliquait mal pourquoi on avait changé de régime juridique entre 1817 et 1827. Et entre-temps, il y a eu l'affaire Furcy et à chaque fois, il y avait un débassin qui était dans la commission qui pouvait infléchir ce texte. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelque chose qui est important de faire aussi aujourd'hui. Sur la question de savoir si Furcy est un héros, alors ça a été le grand débat, est-ce que Furcy est un héros ou pas à mon sens, c'est un héros parce qu'il s'est, par son abnégation, par le fait qu'il n'ait jamais rien lâché, par le fait qu'il ait sans doute vengé l'honneur de sa mère. Est-ce qu'il est un héros aux yeux de certains, comme ont pu l'être Nelson Mandela? On vous a parlé des 27 ans de combat juridique par rapport aux 27 ans de Mandela en prison. Et Mandela étant en prison, il ne faisait pas un combat juridique plus que ça. Il a été condamné pour des actes terroristes. Furcy, le procès Furcy, c'est un procès civil. Ça n'a rien à voir avec un quelconque acte de terrorisme répréhensible pénalement. Et surtout, Furcy ne s'est jamais réclamé de rien. Et même, je pense que c'est un de ses arguments devant la Cour de cassation d'expliquer que finalement, il n'a rien à voir avec le lobby pro-abolitionniste. Donc, je trouve bizarre qu'à aucun moment on ne fasse mention qu'il ait des esclaves. Alors, est-ce que c'est quelque chose que j'ai manqué? Je ne sais pas. En tout cas... à ce niveau-là, c'est pas un héros, mais c'est surtout pas un porte-parole. Voilà, le fantasme du Spartacus noir ou de tout ce que vous voulez, on peut pas considérer Furcy comme tel. Et là, j'ai écrit Furcy, un symbole de réflexion. On m'a parlé, est-ce que c'est un symbole de paix? Est-ce que c'est un symbole d'union? Surtout au moment où, depuis plusieurs mois, on va dire que certaines sociétés qui ont connu le monde colonial et le monde esclavagiste, que ce soit en Amérique du Nord ou que ce soit en France, on connaît des problèmes, une sorte de survivance du passé, où on veut déboulonner des statues pour un oui, pour un non, les taguer pour un oui, pour un non. Il y a une statue de Furcy à La Réunion sur le Barachois, je ne sais pas si elle est très connue, elle n'a rien subi. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai noté qu'à partir du moment où on s'était rendu compte que Furcy avait eu des esclaves, le Libère-nous de Furcy et tout ce mouvement s'est tu.
Et c'est, de mon point de vue, une conséquence directe. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus être dans le mythe, j'ai envie de dire dans le fantasme de ce héros noir qu'on aurait enfin trouvé à La Réunion, contrairement à d'autres endroits. Et le fait d'apprendre ça quelque part, ça a été, je pense, dur à vivre. Quand j'ai expliqué aux gens dans ma famille, par exemple, qui ne connaissaient pas l'affaire, que Furcy a eu des esclaves, il y avait évidemment une énorme surprise et une incompréhension au premier abord. Comment on peut avoir un esclave alors qu'on a été esclave soi-même? Mais si on ne remet pas tout dans son contexte avec les nécessités de l'époque, on ne peut pas comprendre. Et là, ça devient très compliqué de faire de l'histoire. C'est plus de l'histoire, c'est soit du journalisme, du roman ou simplement de la manipulation. Et là, c'est encore plus dangereux. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que Furcy, il a été affranchi en 1827 à Maurice pour un défaut de formalité. Là aussi, c'est souvent un défaut de formalité dans cette affaire parce qu'il n'a pas été déclaré. Peut-être que s'il reste esclave, il n'aurait pas pu mener ce même combat juridique. Et donc peut-être qu'on n'aurait pas entendu parler de lui, mais peut-être qu'il n'aurait jamais eu d'esclave aussi. Donc le problème, c'est de savoir est-ce qu'il faut montrer comme exemple le fait de combattre et d'utiliser quelque part tous les moyens à sa disposition, quitte à être un petit peu machiavélien et pas machiavélique pour ne pas avoir de connotation péjorative, mais d'essayer de tout faire pour arriver à ses fins quand elles sont légitimes, quitte parfois à devoir employer, c'était pas un moyen illicite, il avait tout à fait le droit de céder des esclaves. Je veux croire qu'il s'est bien comporté avec ses esclaves et qu'il en a acquis uniquement dans le but de faire prospérer son affaire, ce qu'il avait le droit de faire après être resté 30 ans en état d'esclavage. Et je terminerai par là, un symbole de réflexion. Pourquoi ? Parce que moi-même, dans ma famille, j'ai des descendants d'esclaves, mais aussi des descendants de propriétaires d'esclaves, et des descendants de propriétaires d'esclaves blancs, et des descendants de propriétaires d'esclaves non blancs. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de gens à La Réunion qui ont des ancêtres qui ont eu des esclaves et qui n'étaient pas des blancs, des esclavagistes comme on pourrait se l'imaginer. Donc moi je combats ce manichéisme et je trouve que justement l'affaire de Furcy dans ses paradoxes, dans ses zones d'ombre, elle est très intéressante parce que je la trouve beaucoup plus symbolique que ce fantasme, que ces mythes qu'on voudrait avoir. Alors je comprends qu'on puisse avoir des modèles de vertu, mais la réalité est souvent tout autre. Et je pense que Furcy, à ce titre-là, est davantage un symbole de réflexion. Il nous amène à réfléchir au lieu d'aller peut-être directement s'attaquer à des statues avant d'ouvrir des livres ou aller aux archives. Donc pour terminer, Furcy, la suite, pourquoi ? Simplement parce qu'il va y avoir l'itinérance de cette expo. J'espère que le bouquin va connaître un certain succès, ou au moins qui sera diffusé. Pourquoi ? Toujours dans cette veine-là, pour être plus dans la réflexion que dans l'action parfois irréfléchie. Et j'incite tous les chercheurs ou toutes les personnes responsables à La Réunion, comme les gens ici, à l'occasion des journées européennes du patrimoine par exemple, à parler de ce genre d'affaires, à essayer de mettre en valeur le travail des chercheurs, ceux en tout cas qui essayent de travailler pour pas rétablir la vérité. Il n'y a pas forcément à la rétablir, il y a juste à trouver des éléments, à les analyser et à en faire part pour essayer de comprendre l'histoire de chacun. Je vais m'arrêter là, je vais remercier encore une fois les techniciens qui m'ont aidé à faire marcher cette machine et à vous remercier vous. J'ai été un peu long, je m'en excuse et puis voilà, merci.